Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux protections à mettre en place contre les attaques DDoS. En tant qu'administrateur d'infrastructures sécurisées, il faut savoir que c'est un type d'attaque qui est assez courant, contre lesquelles les entreprises tentent de se prémunir, et donc il faut connaître les différents types de solutions que l'on peut mettre en place. Donc on va commencer déjà à présenter quel type de protection on peut mettre contre les attaques DDoS. Alors, pour rappel, un pirate, il peut lancer des types d'attaques informatiques qui peuvent être des vols d'informations personnelles, des escroqueries en ligne, un contrôle à distance de machines, avec ce qu'on appelle des backdoors, qui vont être injectés sur les serveurs ou les postes de travail. Il peut également submerger les boîtes email avec des spasmes. Il peut modifier des messages ou des fichiers qui sont transmis via le réseau. Il peut intercepter des données et se livrer à des attaques potentielles. Et puis, il y a ce qu'on appelle les attaques par déni de service distribué par l'intermédiaire de botnets, c'est ce qu'on avait expliqué lors d'un cours antérieur. Donc un certain nombre de machines qui ont été infectées, bien il va pouvoir mener des attaques contre un serveur donné pour empêcher que ce serveur puisse répondre à des requêtes et donc le serveur tombe. C'est ce qu'on avait expliqué pour les attaques DDoS. En tant qu'administrateur d'infrastructures sécurisées, il faut savoir qu'au sein d'une entreprise, déjà un moyen de faire face à des attaques de type DDoS, eh bien, ça consiste déjà à placer un firewall en bordure de réseau pour détecter et bloquer le trafic suspect. C'est ce qui est fait ici. J'ai Internet, j'ai un routeur, et là, je place donc un firewall, qui peut être un firewall matériel ou un firewall logiciel. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez un routeur, ce routeur, il peut fonctionner en mode transparence. Ça veut dire que je peux le configurer pour que l'adresse IP publique qui va être vue sur Internet, ce soit l'adresse IP du firewall, ou alors je peux le configurer comme pouvant faire office de DMZ. Ça veut dire que je vais tout simplement configurer le routeur pour que tout son trafic soit redirigé vers ce firewall, vers cette adresse euh, qui va être ici. Donc on peut avoir un firewall logiciel et procéder comme cela. Par exemple, si je prends la Freebox, si je me connecte sur ma Freebox, voilà, je vais me connecter sur ma Freebox. Alors, si on recherche un petit peu, alors déjà ici, au niveau de gestion des ports, si je clique sur gestion des ports, je peux activer la DMZ et faire en sorte que l'IP de la DMZ, ce soit par exemple 192.168.1.103. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens sur ce schéma, chez le routeur, ce serait la Freebox, chez moi. Peut-être que vous avez un autre type de routeur. Et le 192.168.1.103, ce serait cette adresse-là. Ce qui signifie que
tout le trafic qui va aller vers le routeur va être redirigé vers ce firewall. Alors pourquoi on fait ça? Bah, c'est tout simplement parce que quand on met en place un firewall logiciel, eh bien, on a envie de faire en sorte que toutes les règles de protection du pare-feu soient configurées là-dessus et on ne veut pas du tout que ce soit fait sur le routeur. Ça, c'est donc une première façon de configurer notre routeur. Après, il y a une autre de configurer notre routeur pour que les règles de pare-feu soient configurées que sur le pare-feu de type logiciel. Notre façon de procéder est d'activer, par exemple, sur la Freebox, le mode bridge. Par exemple, ici, je vais aller sur réseau local, mode réseau. Et là, sur le mode réseau, actuellement, c'est le mode routeur qui est utilisé. Mais je peux venir ici et sélectionner le mode bridge. Le mode bridge est recommandé aux personnes voulant utiliser leur propre routeur derrière leur connexion free. Donc moi, par exemple, je voudrais utiliser mon propre routeur qui serait celui-ci, puisque le firewall peut être configuré pour faire office de routeur. C'est possible, c'est ce qu'on a vu avec OpenSense. Et donc ici, l'adresse IP publique assignée à votre connexion sera attribuée via DHCP à la première machine connectée sur les ports situés à l'arrière de votre Freebox serveur. Ça veut dire que l'adresse IP publique qui est attribuée normalement à cette interface routeur, quand la machine fait office de routeur, eh bien cette adresse IP publique, elle sera attribuée à OpenSense, c'est-à-dire au lieu d'avoir 192.168.1.102, on aura l'adresse IP publique ici qui aurait été donnée au routeur. Ça permet de pouvoir paramétrer toutes les règles directement sur ce pare-feu-là, sans avoir à les paramétrer également ici. Donc ça, c'est bon à savoir si on veut voilà, éviter de paramétrer des règles de pare-feu sur ce routeur. Alors, on va revenir ici. Alors moi ici, je vais dire non. Voilà. Ok, on revient ici. Alors, ce qu'il faut savoir donc, c'est que le pare-feu, quand on le met en place, il va permettre de détecter du trafic suspect et de le bloquer. Il va permettre de pouvoir repérer des attaques visant à saturer les ressources, donc les attaques des DOS, donc les ressources soit de la machine, soit du réseau. Donc c'est les attaques des DOS. Par contre, un firewall n'est pas efficace à 100% contre des attaques volumétriques qui saturent le lien réseau de la société. Il n'est pas efficace à 100% contre les attaques des DOS. Alors un firewall, on se souvient, qui permet de faire un filtrage par adresse IP. Ça veut dire que l'on peut définir les réseaux à partir desquels les connexions seront acceptées. Il peut effectuer un filtrage par port. On peut définir les ports qu'on veut ouvrir en entrée et en sortie. Il peut réaliser un filtrage par protocole. Par exemple, on veut que le protocole FTP ou POP3 soit bloqué. Il peut également faire un filtrage par contenu de paquet, ce qui lui permet de repérer des signatures de virus, par exemple, et d'empêcher qu'une communication se fasse. Alors, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'une analyse trop poussée des paquets entrants peut surcharger le firewall qui devient un point de défaillance. On peut imaginer que si vous avez paramétré votre firewall avec une mauvaise pratique et qu'il va effectuer des analyses trop poussées sur les paquets entrants, donc ça va lui prendre du temps. Et donc, le
problème, c'est que le firewall va devenir un point de défaillance, hein, c'est-à-dire qu'il va lui-même être sensible aux attaques des DOS. Donc, ce qu'il est important de faire, hein, c'est de configurer et de dimensionner son pare-feu. Alors, comment on fait ça? Eh bien, d'abord, c'est en augmentant la table de suivi des états. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'augmenter la taille de la table de suivi des états du firewall. Ça permet de gérer plus de connexions simultanées, du fait que l'on ait une table qui est plus importante pour suivre les états du firewall, et ça permet d'améliorer la résistance aux attaques des DOS, hein, puisqu'on vient de voir que on peut avoir le firewall qui va être saturé, hein, s'il fait des analyses trop poussées des paquets entrants. Deuxièmement, il faut toujours, quand on règle un pare-feu, réduire la durée de suivi des connexions. Le fait de réduire la durée pendant laquelle le firewall suit une connexion peut libérer des ressources plus rapidement pour qu'il en suive d'autres. Donc ça, c'est les bonnes pratiques. Voilà donc déjà une première façon de faire face aux attaques des DOS, c'est par le biais d'un pare-feu qu'il faut configurer et dimensionner correctement, que l'on peut placer au bord du réseau. Et on vient de voir également que ici, on a la possibilité, par exemple, vous avez la possibilité chez vous, hein, quand vous disposez d'un routeur domestique, hein, de configurer une DMZ, hein, comme je l'ai expliqué. Donc, si vous avez un autre type de routeur, recherchez comment configurer la DMZ pour pouvoir rediriger tout le trafic sur ce port 1 du firewall. Ou alors, on peut configurer notre routeur en mode bridge, c'est-à-dire qu'il ne fait plus office de routeur. L'adresse IP publique, au lieu qu'elle soit donnée de ce côté-ci, sera donnée directement à l'interface de ce firewall. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour éviter d'avoir à configurer des règles sur le routeur, hein. Toutes les règles vont être configurées sur ce pare-feu. Sur le site. Et sur le site, après avoir parlé de la protection contre les attaques des DOS, on va parler d'une autre façon de protéger un réseau d'entreprise contre les attaques des DOS, c'est en utilisant ce qu'on appelle un répartiteur de charge. Un répartiteur de charge, on a déjà fait ça ensemble, surtout sur le cloud. Et généralement, un répartiteur de charge, on essaye de l'utiliser soit sur le cloud, soit dans l'entreprise en utilisant des conteneurs, des conteneurs, hein, qui peuvent, parce que l'idée du conteneur, c'est que, ou des machines virtuelles, hein, c'est que l'idée, c'est que on peut créer des machines virtuelles rapidement dès qu'on souhaite augmenter les capacités d'une infrastructure. Très concrètement, comment ça fonctionne les équipements anti-DDoS? Alors, si on revient sur notre schéma, on voit qu'il y a toujours cette possibilité pour un pirate de lancer des attaques DDoS, hein, par l'intermédiaire de botnet, hein, on avait expliqué cela déjà. Alors là, l'idée, c'est qu'en plus du firewall, on va mettre en place, derrière le firewall, un équipement anti-DDoS. Alors, que permet de faire un équipement anti-DDoS? Un équipement anti-DDoS, il permet d'absorber un trafic important et de le répartir sur plusieurs serveurs, puisque cet équipement DDoS sera en particulier équipé d'un répartiteur de charge, comme ce qu'on avait fait sur le cloud quand on avait mis en place la haute redondance. On avait vu également qu'on pouvait par exemple utiliser un outil comme HAProxy, et sur cet outil HAProxy,
eh bien, on peut mettre en place donc des équipements anti-DDoS. Donc, un équipement DDoS permet déjà d'absorber un trafic important et le répartit sur plusieurs serveurs. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que derrière cet équipement, on aurait plusieurs serveurs et on met en place donc une configuration qui fait que quand un serveur est surchargé, hop, le trafic est réparti sur un autre serveur. Dans le cas où on est dans des infrastructures basées sur des conteneurs, alors dans ce cas-là, on peut allouer dynamiquement plus de ressources en créant à la volée de nouveaux serveurs. C'est ce qu'on avait vu si vous revenez sur le cours sur la haute redondance qui a été fait sur le cloud. Le fait de mettre des solutions de load balancing applicatif, par exemple, eh bien, ça permettait, lorsque il y avait trop de sollicitations d'un serveur, tout de suite, il y avait un autre serveur qui était créé, et ainsi de suite. De plus, donc l'idée d'un équipement DDoS, c'est qu'il gère dynamiquement la création de serveurs. C'est ce qu'on avait vu dans le cours sur la haute redondance. Revenez dessus, au cas où certains d'entre vous souhaitent présenter à l'examen une solution où ils mettent en place la haute redondance. Pourquoi ne pas faire un travail qui va tout simplement reprendre ces cours que je vous avais mis en ligne. Donc, il gère dynamiquement la création de serveurs supplémentaires en cas de surcharge de travail. Ça, c'est ce qu'on avait vu. De plus, un équipement anti-DDoS, il va pouvoir faire du filtrage par IP. Il va travailler de plus avec des listes blanches, c'est-à-dire qu'il y a un trafic à partir de certaines sources qui sera autorisé. C'est ça, une liste blanche, c'est-à-dire on définit une liste euh, des adresses IP, par exemple, à partir duquel un trafic sera autorisé, ou des noms de domaine, et noir, donc noir, ça veut dire que là, c'est plutôt l'inverse, on va interdire, basé sur des bases de réputation. Donc, il y a des bases de données de réputation. De plus, un équipement anti-DDoS analyse le contenu applicatif via des expressions régulières. Alors, des expressions régulières, il suffit d'aller sur Internet, pour ceux qui ne savent pas, expression régulière. Si vous tapez expression régulière, une expression irrégulière, c'est une chaîne de caractères type, un motif pattern qui définit un ensemble de chaînes de caractères possibles. C'est un modèle interprété par un moteur lequel va essayer de trouver des correspondances du modèle dans le texte recherché. Donc, une expression régulière, vous pouvez en savoir plus pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'une expression régulière. Une expression régulière, ça permet d'exprimer un ensemble de règles à travers ces expressions régulières. Au lieu de dire, par exemple, que, tiens, tel port, telle adresse IP, etc., et d'avoir des règles qui vont être compliquées à exprimer, avec une expression régulière, on va pouvoir définir une expression une bonne fois pour toutes qui va faire qu'il y a beaucoup tous les ports qui ne correspondront pas à cette expression, ou toutes les adresses IP qui ne correspondront pas à cette expression seront interdits. De plus, les équipements anti-DDoS limitent le nombre de requêtes dans un intervalle de temps donné. Ils embarquent une intelligence artificielle pour définir des seuils d'attaque et mettre en liste noire les adresses IP suspectes. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est-à-dire que la liste noire peut se construire progressivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache concernant les équipements anti-DDoS existants et open source? On a par exemple Feldman. Feldman, c'est un outil
qui est très connu des administrateurs système. Il analyse les logs d'un serveur en temps réel, c'est-à-dire que si on utilise Feldman ici pour mettre en place un équipement anti-DDoS, donc il faut savoir que voilà ce qu'il fait. Il repère le trafic suspect comme un trop grand nombre d'authentifications échouées pour une IP source. Par exemple, quelqu'un qui tente plusieurs fois d'essayer de s'authentifier, et donc Feldman le repère. Il peut s'associer avec un pare-feu comme NetFilter pour bloquer temporairement, définitivement la connexion suspecte. Donc voilà déjà un outil qui peut être utilisé comme outil anti-DDoS. On a un autre outil qui s'appelle DDoS Deflat. Il fonctionne de manière similaire à Feldman, offrant une protection de base contre les DDoS. On a un outil qui s'appelle NetFilter et Targeting. Il utilise des commandes de iptables. Iptables, c'est un pare-feu qui existe en natif sur les systèmes Linux pour gérer les connexions actives sur votre serveur en temps réel. Le targeting permet de réguler ou de freiner l'envoi de données d'une machine connectée. On a également, spécialement pour les serveurs web, pour éviter mettre en place des attaques anti-DDoS sur les serveurs web, on peut utiliser le mode _ évasif pour Apache. Donc ce mode-là inspecte les requêtes web à destination d'un serveur web. Il est utile pour les protocoles HTTP et HTTPS. On a également, si on utilise NGINX, puisque NGINX, si on utilise NGINX, on sait que NGINX, il permet de faire du load balancing. Il permet de faire de la répartition de charges, c'est ce qu'on avait vu. Donc, on peut utiliser un module anti-DDoS pour NGINX. Il est très efficace et il est intégré à NGINX. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. De nombreux administrateurs utilisent NGINX comme reverse proxy pour ses fonctions anti-DDoS. Puisque NGINX, on peut, donc là c'est une solution simple, on installe NGINX pour faire de la haute redondance, donc du reverse proxy ou de la haute redondance, et on peut activer un module anti-DDoS dessus NGINX. On a également HAProxy, c'est le répartiteur de charge le plus connu dans le monde open source, à installer sur un système Linux très bien documenté et efficace pour la répartition de charges. Donc, il faut retenir que, en plus du firewall, on peut également utiliser un équipement anti-DDoS qui va permettre de faire face à ces attaques de déni de service distribués. Allons voir ce qui peut être fait d'autre comme protection anti-DDoS. On a la protection anti-DDoS des hébergeurs. Donc ça, généralement, ça veut dire que quand on a un serveur web, au lieu de l'héberger dans l'entreprise, on peut utiliser un hébergeur comme OVH, AWS, etc. Et il y a des protections anti-DDoS qui peuvent être mises en place au niveau de ces hébergeurs. Allons jeter un petit coup d'œil. Donc ici, l'idée c'est sur AWS, Azure, GCP, Google Cloud Platform ou OVH par exemple, on hébergerait notre serveur web. Au niveau de ces hébergeurs, bien sûr, il y a un firewall, et il y aurait une protection anti-DDoS qui serait mise en place. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est que pour faire face à des attaques DDoS, il faut savoir que quand on met en place notre serveur, on a des opérateurs de transit sur Internet qui collaborent avec les hébergeurs. Et ce sont ces opérateurs de transit qui vont procéder à l'élimination du trafic DDoS en amont, c'est-à-dire avant
que normalement ça atteigne notre hébergeur. Cette élimination du trafic des DOS en amont, c'est ce qu'on appelle le black hauling. Alors qu'est-ce que c'est qu'un opérateur de transit? C'est tout simplement un opérateur qui est chargé du routage IP, du trafic IP, hein, du trafic IP sur Internet. Donc on en a plusieurs. On a par exemple l'opérateur de transit Level 3, Cogent, Telia, GTT. Et donc ça c'est intéressant, ça veut dire que déjà, donc on va avoir ces opérateurs de transit qui vont normalement procéder à l'élimination de ce trafic des DOS, hein, en amont. Mais de plus, au niveau de l'hébergeur, on a un système anti-DDoS, hein, qui est mis en place, qui va analyser et filtrer les paquets. C'est-à-dire que les paquets entrants vont être analysés par un équipement redondé ou un répartiteur de charge. Un répartiteur de charge, on a vu, hein, ce que ça pouvait être, hein, comme un chat proxy par exemple, ou d'autres types de répartiteurs de charge, hein, qui sont spécifiques à l'hébergeur. Et donc, selon le type de trafic, hein, bien évidemment, le débit et le nombre de requêtes, à partir de là, l'équipement décide du routage. Donc, hein, c'est suivant le type du trafic, suivant le débit, suivant le nombre de requêtes. Alors là, on va avoir l'équipement qui va décider de router ou pas le trafic. Alors, il y a le trafic normal et il y a le trafic des DOS. Le trafic normal, dans le cas du trafic normal, donc là, dans ce cas-là, les paquets ne dépassant pas certains seuils, par rapport au type de trafic, au débit, au nombre de requêtes, donc vont être routés directement vers les serveurs sans filtrage particulier, donc bien sûr en passant par le firewall. Les trafics des DOS, par contre, hein, c'est-à-dire les paquets qu'on suspecte d'être du trafic des DOS, ils passent par plusieurs équipements qui vont les traiter au niveau du protocole, c'est-à-dire au niveau du protocole dont il s'agit, de la fragmentation des paquets, puisqu'on peut avoir des paquets qui peuvent être fragmentés, hein, subdivisés, et de la taille du traitement IP également. Ensuite, on a une analyse applicative, hein, qui va avoir lieu, hein, c'est-à-dire qu'une fois que les paquets ont été filtrés, ils sont analysés au niveau applicatif, le niveau 7 du modèle OSI, pour inspecter le contenu précis. Si le trafic est jugé légitime, il est acheminé à un firewall classique, puis au serveur final. Donc on voit quand même qu'il est très intéressant de penser à des solutions où on va utiliser plutôt un hébergeur pour un service web à cause du fait qu'on ait cette possibilité de système anti-DDoS comme on vient de le décrire. Alors, en tant qu'administrateur d'infrastructures sécurisées, il faut savoir donc que ça nous fait quand même une économie d'investissement, puisque héberger une application chez un hébergeur avec des protections anti-DDoS revient moins cher que de mettre en place une infrastructure interne avec des dispositifs anti-DDoS. Les hébergeurs offrent une protection intégrée et qui est robuste, hein, dans leur service. Donc il y a cette autre possibilité, hein, pour faire face aux attaques anti-DDoS. DDoS, pardon. Allons voir encore une autre protection possible. On a le service anti-DOS, le CDN. Alors, allons voir de quoi il s'agit. Alors, le CDN, Content Delivery Network. Alors, globalement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ce qui va se passer, c'est qu'un pirate, l'idée générale, c'est qu'un pirate qui veut procéder à une attaque DDoS, il doit pouvoir obtenir l'adresse IP du serveur qu'il veut attaquer. Supposons que c'est ce serveur web-là qu'il veut attaquer, il faut que le pirate puisse obtenir l'adresse IP de ce serveur web. S'il n'obtient pas l'adresse IP de ce serveur web, du moins l'adresse par laquelle il doit passer pour pouvoir attaquer ce serveur web,
eh bien, une attaque des DOS ce ne sera tout simplement pas possible. Et c'est ça l'objectif du CDN, le Content Delivery Network. Alors, on a plusieurs types de CDN. Ces CDN, on a par exemple Cloudflare, Akamai, il suffit d'aller sur Internet pour les retrouver. Ce sont des dispositifs qui permettent de se protéger des attaques par déni de service des DOS. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que le CDN, une fois qu'on veut utiliser un CDN, il va procéder de la manière suivante. C'est-à-dire que là, un, supposons que ce n'est pas un pirate, hein, supposons que c'est un utilisateur, pour peut-être mieux comprendre. Euh, un utilisateur veut se connecter à un serveur web, par exemple www.medianet.fr. Hein, la requête ne la requête ne va pas directement aller récupérer l'adresse IP du, du serveur web, elle va plutôt passer par le CDN. Donc www.medianet.fr, c'est l'adresse IP de ce CDN, hein, de ce serveur sur lequel on installe ce service, qui va être renvoyé. Donc on passe par ce CDN. Ce CDN, il va gérer plusieurs serveurs de cache. Alors qu'est-ce que c'est que des serveurs de cache? Des serveurs de cache, ce sont des serveurs qui vont contenir une copie du serveur web. Et ces serveurs de cache vont être gérés à l'échelle mondiale par le CDN. On va avoir des serveurs de cache en Europe, des serveurs de cache en Asie, des serveurs de cache ailleurs. Hein. Donc ce qui fait que les utilisateurs, en fonction de leur position géographique, eh bien, le CDN s'adressera à tel serveur de cache pour leur envoyer la réponse. Donc, ça permet déjà de cacher l'adresse IP du véritable serveur web, c'est le CDN auquel on a accès. Donc sur ce CDN, bien évidemment, les prestataires de services mettent en place ce qu'il faut pour se protéger des attaques des DOS. De plus, il va y avoir la performance hein, qui va être également gérée par le CDN puisqu'il gère plusieurs serveurs de cache qui vont être à proximité des clients. Et lorsque on a besoin de faire des requêtes vers le véritable serveur web, parce que des fois les serveurs de cache, quand on fait un paramétrage, on peut décider que ce n'est pas tout le contenu du serveur web qui va être dupliqué. Si on a besoin d'accéder à ce serveur web, ce sera toujours par le biais du CDN. Donc, CDN, il suffit d'aller hein, sur Internet. Hein. Par exemple, prenons ici, CDN, par exemple. Solution de réseau de diffusion de contenu CDN. On clique ici. Voilà. Et là, bien évidemment, hein, l'idée, c'est de les contacter. Puis, ils mettront à disposition tout simplement donc un login et un password pour pouvoir accéder à cette plateforme. Donc, et puis bien sûr, donc, il y aura un certain nombre d'opérations à faire. Alors, comment ça marche hein donc, premièrement, le fait d'utiliser un CDN, donc il va y avoir une sécurité de l'IP réel du serveur web qui va être mis en place, puisque à aucun moment un pirate ne connaîtra l'IP réel. Donc c'est un routage alternatif qui est mis en place par le CDN, puisque c'est lui qui s'occupe de gérer les requêtes hein, vers les serveurs de cache ou vers le serveur web réel. Alors comment ça marche? Premièrement, il faut choisir et s'inscrire à un serveur CDN. Donc on en a donné deux, alors soit il faut les contacter, soit on a la possibilité de le faire via leur plateforme directement. Ensuite, une fois qu'on aura un login et un mot de passe, ça permettra d'ajouter notre domaine
au tableau de bord CDN, par exemple le domaine www.medianet.fr, eh bien au tableau de bord CDN, on ajoutera ce nom de domaine. Donc, à partir de là, il va y avoir mise à jour des DNS pour rediriger le trafic vers le CDN. Ça veut dire que quand on tentera de se connecter à l'adresse www.medianet.fr, eh bien, du fait des opérations qu'on aura réalisées ici, hein, on va être renvoyé vers le CDN. Ensuite, donc toujours sur ce CDN, il faudra configurer les paramètres de cache, de sécurité et de performance dans le CDN. Par exemple, en particulier, dire ce qui devra être copié du serveur web vers les serveurs de cache. Ensuite, on testera la configuration pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Donc, il y a des outils qui nous sont proposés par la plateforme. Et ensuite, on surveille, on ajuste les paramètres au fil du temps. Voilà concernant les protections possibles contre les attaques anti-DDoS. Il faut les connaître. Bon, nous terminons cette présentation sur les attaques anti-DDoS en allant explorer les propriétés à vraiment connaître concernant un firewall et puis quels sont les éléments de choix d'un firewall. Donc ça, c'est vraiment important puisque le firewall, par excellence, c'est un élément que l'on doit mettre en place ou qui doit exister lorsqu'on veut sécuriser un réseau. Donc, sur ce cours, hein, j'ai indiqué ce qu'il faut savoir concernant un firewall. Alors, un firewall, il permet de contrôler les communications entre différents réseaux. Il procède à l'analyse des paquets. Il est basé sur un jeu de règles défini par l'administrateur. Il permet de filtrer des paquets selon leur adresse IP source ou destination, suivant leur port source et destination. Donc, sur les ports TCP, UDP. Sur les protocoles, les protocoles de transport, hein, TCP et UDP. Alors, la différence entre les deux protocoles, hein, il faut la connaître, hein, c'est que le protocole TCP, c'est un protocole qui fonctionne en mode connecté, et UDP, il fonctionne en mode non connecté. Un firewall a la capacité d'analyser les protocoles de niveau 3 comme ICMP ou de routage dynamique, comme par exemple le protocole RIP, hein, le protocole OSPF par exemple. On a également, il prend en compte les sessions. Il analyse la séquence de la première poignée de main, le three-way handshake pour le protocole TCP, puisqu'on a dit que le protocole TCP, c'est un protocole connecté. Ça veut dire il faut d'abord qu'il y ait une négociation au départ, hein, pour que la connexion soit établie. Alors si on vient ici, je vais revenir ici, hein, hop. Et vous allez sur Internet, le three handshake, Wikipédia. Vous voyez, ça c'est important à comprendre, hein, c'est à se rappeler. Hein, selon le protocole de communication TCP, une connexion entre deux hôtes s'établit en 3 étapes. C'est le three-way handshake. À la connexion, on définit les numéros de séquence que l'on utilisera pour le transfert de données. Alors, three handshake, ça veut dire que, par exemple, j'ai 2 machines qui doivent communiquer entre elles. Eh bien, comme son nom l'indique, le three-way handshake se déroule en 3 étapes. Il y a d'abord le SYN, donc il va y avoir un message SYN qui va être envoyé, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir le client qui désire établir une connexion avec un serveur, va envoyer un premier paquet SYN, synchronisé au serveur, le numéro de séquence de ce paquet est un nombre aléatoire A. Donc,
Ça veut dire qu'on va avoir un client qui tente de communiquer avec un serveur qui va envoyer un paquet SYN synchronised pour lui dire qu'il veut communiquer avec lui. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Le serveur va répondre au client à l'aide d'un paquet SYN ACK, Synchronize Knowledge. Le numéro du ACK est égal au numéro de séquence du paquet précédent, SYN incrémenté de A, de 1, A plus A. A plus 1, pardon. Tandis que le numéro de séquence du paquet SYN ACK est un nombre aléatoire B. Donc, là, ce qui se passe, c'est que dans un deuxième temps, le serveur donc va renvoyer un paquet SYN ACK au client. Et pour terminer, le client va envoyer un paquet ACK au serveur qui servira d'accusé de réception, c'est-à-dire que le numéro de séquence de ce paquet est augmenté de 1 par rapport au dernier qu'il a envoyé, soit A plus 1, et le numéro de ACK est égal au numéro de séquence du paquet précédent, SYN moins ACK incrémenté de 1 B plus 1. Alors, une fois le fluent handshake effectué, le client et le serveur ont reçu un acquittement de la connexion. Les étapes 1 et 2 définissent le numéro de séquence pour la communication du client au serveur et les étapes 2 et 3 définissent le numéro de séquence pour la communication dans l'autre sens. Une communication full duplex dans les deux sens est maintenant établie entre le client et le serveur. C'est ça le free handshake, donc il faut bien retenir que avant toute connexion, en ce qui concerne donc quand le protocole TCP est le protocole de transport qui est utilisé, il y a d'abord cette séquence qui va se dérouler, qui ne se déroule pas lors euh, du protocole de transport UDP. Une fois la session autorisée, les paquets appartenant à cette session ne sont plus analysés. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que cette connexion aura été autorisée entre le client et le serveur, c'est-à-dire une fois que cette handshake aura eu lieu, et que le firewall a autorisé, il n'analyse plus les paquets qui correspondront à cette session. Ça, c'est intéressant de le comprendre. On a également donc, les stateful firewall. Les firewalls stateful reconnaissent les sessions en cours et laissent passer les réponses appartenant à ces sessions. Donc, ça c'est important de comprendre ce principe, contrairement aux stateless firewall, qui était ce qui existait auparavant, qui eux analysent absolument tous les paquets. Les firewalls sont limités par le nombre de sessions simultanées qu'ils peuvent gérer. Donc ça, c'est une limitation des firewalls qui ne peuvent pas gérer une infinité de sessions. Alors, parmi les firewalls, on peut citer NetFilter, on peut citer IPCOP et SmoothWall, on peut citer PacketFilter, on peut citer les firewalls intégrés, on peut citer pfSense et OpenSense, firewall intégrés comme Bitdefender par exemple. Alors, il faut également comprendre que maintenant, on a des firewalls de nouvelle génération, les Next Generation Firewall, les NGFW, qui sont capables d'analyser les paquets au-delà de la couche de transport, y compris le contenu des paquets. Donc ça peut être intéressant pour pouvoir repérer des signatures de virus, par exemple. En fonction avancée, les firewalls possèdent la prévention et la détection d'intrusion, IDS-IPS. Ils intègrent des systèmes de détection d'intrusion IDS capables d'analyser les paquets en fonction de signatures d'attaque définies. De plus, ils mettent à jour dynamiquement les signatures. Les éditeurs mettent à jour régulièrement les bases de signatures pour inclure les nouvelles menaces détectées. Donc les éditeurs de firewall, ils proposent des bases de données de signatures
auquel va se référer le firewall quand il fait son analyse. Dès qu'il va détecter, puisqu'il analyse le contenu, une signature qui va être conforme à ce qui existe dans la base de données des signatures du firewall, hein, eh bien, il sait que c'est un trafic qu'il faut arrêter. Alors, UTM, Unified Threat Management, UTM, voilà, les NGFW, les firewalls de nouvelle génération, sont souvent appelés appliances UTM pour leur capacité à gérer diverses menaces de manière unifiée. Il y a des fonctions supplémentaires que peut posséder un firewall, une analyse antivirus sur les fichiers transmis, donc il y a des firewalls qui font ça, blocage des serveurs mail envoyant du spam, donc anti-spam, filtrage de contenu web, donc, la fonction de proxy, hein, portail captif, donc portail captif, hein, c'est-à-dire que les machines invitées doivent passer par un formulaire de connexion pour s'authentifier, et fonction de proxy. Concernant l'administrateur d'infrastructure sécurisée, en plus de savoir tout cela, il doit être capable de choisir donc un firewall de nouvelle génération en se basant sur les critères suivants. Donc généralement, quand on choisit un firewall de nouvelle génération, on doit d'abord voir quelle est la bande passante et le débit, quelle est la capacité de routage du firewall, quel est le débit supporté par les cartes réseau, surtout pour les réseaux 10 GB ou les fibres à 1 giga. Il doit également essayer de voir quel est le nombre de sessions simultanées que peut accepter le firewall. Donc le nombre de sessions simultanées que le firewall peut traiter, le nombre de nouvelles sessions qu'il peut gérer, était crucial pour les attaques de déni de service. Il doit également s'intéresser aux performances avec les fonctions UTM, la bande passante que le firewall peut gérer avec toutes les fonctions UTM activées. De plus, il doit s'intéresser à également comment ça se passe quand on met des firewalls en cluster et quand on fait de la redondance avec les firewalls, hein, puisqu'un firewall, c'est un matériel comme un autre, et donc parfois on a besoin d'avoir une redondance, hein, des firewalls, hein, pour avoir une autre disponibilité des firewalls. Donc il faut s'intéresser également à ça, cluster et redondance, c'est-à-dire est-ce qu'on a la possibilité, avec le firewall qu'on choisit, de créer un cluster d'appliances pour prévenir les défaillances matérielles? Est-ce que les firewalls en question qui vont fonctionner en haute redondance, ils fonctionnent en mode actif-passif, c'est-à-dire que on va avoir un firewall qui est actif, qui va traiter le trafic, et un autre qui est passif, hein, qui est là en attente, qui fait rien du tout, mais dès que le firewall actif se plante, hop, il prend le relais. Ou alors, on a plutôt le firewall qui fonctionne en mode actif-actif pour la répartition de charges. Donc, les deux firewalls font le traitement ensemble. Dans un premier cas, mode actif-passif, si le firewall qui est actif tombe en panne, c'est le firewall passif qui passe en mode actif. Dans le deuxième cas, actif-actif, si un firewall actif tombe en panne, il reste un firewall. De plus, il faut également voir l'interface de configuration du firewall. C'est important que cette interface web soit conviviale pour la configuration, le monitoring et le debugging. Et enfin, il faut s'intéresser à la tarification et au modèle économique. Quel est le coût d'achat du firewall et des licences pour les fonctions UTM? Les NGFW nécessitent souvent un abonnement pour les mises à jour des signatures, un antivirus et des filtres web. Quelques exemples ici de firewall de nouvelle génération: Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, Juniper, Cisco.